Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 151e briefing, alors qui est un petit peu particulier aujourd'hui, d'abord parce que Igor est parti à un rendez-vous important, mais surtout c'est une date particulière puisque c'est l'anniversaire de notre cher Pavel, notre directeur. Et je crois que Merci, je, cher Gilles. et je crois que je me ferai l'écho de tous, aussi bien les équipes de la Chambre que nos adhérents, pour dire qu'on est particulièrement fier et enchanté de te voir comme directeur et on veut te remercier à cette occasion pour tout le travail, l'activité et la bonne humeur qui te caractérisent. Donc, longue vie au directeur Chinsky. On va commencer aujourd'hui. Donc, on a la chance d'avoir Arnaud qui est encore un pied en Corse et un autre pied à Paris. Donc, voilà. Il a profité bien sûr de ses vacances, je l'imagine, je l'espère, mais les vacances pour Igor, ce sont des vacances studieuses. Donc, de nombreux livres qu'il n'avait pas eu le temps de lire, l'actualité, les rapports, choses comme ça. Donc, il est revenu avec plein de choses à nous dire. Donc, il va commencer par l'actualité politique et économique. Ensuite, on aura un petit mot de Pavel, mais qui devra nous quitter en cours de briefing pour un rendez-vous important à 18 heures. Donc, Avec Ronald McDonald pour fêter les choses oui, dignement. c'est important. Voilà, donc Arnaud, nous t'écoutons. Bonjour à tous. Quelques mots du Forum de Saint-Pétersbourg, tout d'abord, de l'intervention de Vladimir Poutine, une allocution essentiellement dédiée aux questions économiques. Le président russe a parlé du reste, c'est-à-dire de l'Ukraine, des questions politiques et géopolitiques, plus tôt dans la séance de questions-réponses. Que peut-on retenir du discours du président russe? Sans doute que les priorités économiques, les priorités de développement restent inchangées malgré le conflit en Ukraine et ses conséquences. En d'autres termes, pas de remise en cause du modèle économique, pas de remise en cause de la propriété privée, par exemple. Le président russe a exclu de ce type de scénario un peu extrêmes qui sont parfois discutés dans la presse russe ou sur les réseaux sociaux. Le président russe a par ailleurs estimé, pour s'en réjouir, que la croissance russe serait plus vive que prévu, sans doute entre 1,5 et 2%. Euh, Encore une fois, il a souligné la pérennité finalement de son projet économique tout en apportant certains ajustements. Il a réitéré l'importance de la souveraineté, mais une souveraineté qui, à ce stade en tout cas, n'est pas comprise, n'est pas présentée comme un projet d'autarcie. La Russie prend acte d'une forme de déglobalisation, en tout cas de régionalisation des échanges économiques, tout en restant connecté au monde extérieur. Je ne sais pas si Pavel veut ajouter un mot Oui, sur je ses crois que ce impressions, serait parce pas que mal. Pavel, lui, était présent et a écouté Vladimir Poutine. Non, sur place, toujours un sentiment d'irréalité, dont se sont d'ailleurs fait l'écho plusieurs journalistes français à Moscou ces derniers temps, avec des articles sur le même sujet, c'est-à-dire Moscou semble être une bulle totalement insensible au sort des populations sur les terrains des opérations militaires. C'est évidemment le cas de Saint-Pétersbourg, le forum étant une forme de parenthèse enchantée pour beaucoup d'hommes d'affaires et autres fonctionnaires qui s'échappent un petit peu de leur routine pendant plusieurs journées dans un environnement effectivement tout à fait confortable, mais Moscou l'est également. Pas de, on s'est habitué en fait à beaucoup de choses. On s'est habitué à la présence de beaucoup de délégués asiatiques, même si l'agence TASS aujourd'hui claironne que la délégation américaine était l'une des plus populeuses sur le forum, ce qui n'a rien d'étonnant, les Américains étant particulièrement pragmatiques et continuant de travailler très très activement sur le marché russe. Euh, une présence importante des moyens orientaux, mais mon ami taliban n'était pas des festivités cette année. Et ses voisins, j'allais dire, de palier géopolitique étaient infiniment moins pittoresques que lui. Pour le reste, ce sentiment effectivement que les choses sont un petit peu comme avant,
aurait aimé voir un chef d'État occidental sortir d'une salle de réunion comme on en avait eu l'habitude pendant plus de 10 ans. Ça n'a pas été le cas. L'impression qu'on a eue était d'avoir un recroquevillement du secteur privé. Les stands étaient dans leur quasi-totalité soit des stands de régions russes, soit des stands de corporations d'État. Novatek étant sans doute une exception à cette règle. Pour le reste, des discussions sur les perspectives d'investissement dans telle ou telle direction, tout sauf la direction occidentale, le sud global, l'est global. Et puis, dans les réunions plus informelles, dans les restaurants, dans les événements organisés en marge du forum le soir, une question assez lancinante, c'est pour combien de temps est-ce que vous pensez qu'on en a? Et la réponse, parce que la question est totalement rhétorique, semble être pour longtemps, parce que on a vraiment l'impression de s'installer dans la durée et que ce qui nous paraissait encore absolument inouï, aberrant, il y a encore un an et demi, aujourd'hui, fait désormais partie du paysage politique, économique et social quotidien. Merci de ces précisions. Je crois qu'en plus, il y aura un peu d'écho dans la presse finalement, parce que il me semble que les journalistes des pays non amicaux n'étaient pas conviés, et donc il y a encore moins de retours qu'on pourrait penser. Oui, absolument. Enfin, on avait vraiment l'impression que le forum tournait le dos résolument à l'Occident, même si de session en session, notamment au petit déjeuner organisé par l'Agence des initiatives stratégiques, vous aviez une belle représentation, notamment italienne, mais non pas d'organisation de business, mais de la banque Intesa, qui est bien connue pour continuer de financer et d'être une sorte de point névralgique de l'activité économique italienne aujourd'hui. Ici, absolument pas d'ambassade, aucune délégation officielle, bien évidemment, et peu de personnes ayant fait le trajet depuis Berlin, Paris, Londres ou Rome. Sur la plénière de Poutine dont Arnaud a parlé, un moment émouvant avec une minute de silence à la mémoire de Silvio Berlusconi. Et le président Poutine, à ce moment-là, c'était l'un des rares moments où on l'a senti un petit peu humain aussi, à le moment où il a évoqué la mémoire de Jacques Chirac, qui lui aurait parlé russe pour commenter l'absence de tact et de délicatesse des Américains. À Nini Kulturne, il aurait dit Jacques Chirac lors de l'une de leurs premières rencontres, tout début des années 2000. Pour le reste, le narratif que l'on connaît, non seulement intensifié sur le fond, mais également sur la forme, puisque Vladimir Poutine avait diffusé un montage d'images d'archives, d'ailleurs sonorisé par le propagandiste bien connu Kiselyov, évoquant les méfaits commis par les nationalistes ukrainiens auxiliaires des occupants nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, mais voulant absolument surimprimer cette réalité tout à fait historiquement avérée sur un quotidien qui n'a rien à voir avec cela. Tout ça, et encore une fois, et c'est le mot sur lequel je finirai, et donner un sentiment d'irréalité absolue. Merci pour ces impressions fortes et vécues. Pavel, nous te libérons. Tu as droit à un menu maxi frites pour ton anniversaire. Donc, n'insiste pas. Voilà. Très bien. Parfait. Continuons, Arnaud. Nous avons encore quelques nouvelles politiques, je pense. Bien sûr, des nouvelles d'abord économiques. La banque chinoise Bank of China qui a annoncé ne plus accepter depuis le 13 juin des transferts de fonds en provenance de banques russes pour transfert en yuan vers l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse, ce qui confirme finalement que les établissements financiers chinois font extrêmement attention au risque de sanctions secondaires occidentales. Autre nouvelle économique, qui d'ailleurs a été officialisée lors du forum de Saint-Pétersbourg, c'est un premier contrat gazier pour Gazprom avec l'Ouzbékistan. On parle de 3 milliards de mètres cubes par an, ce qui n'est pas énorme, hein. Je rappelle que la Russie exportait lors des années fastes environ 200 milliards de mètres cubes vers l'Europe occidentale.
Mais c'est un élément nouveau et ça fait partie de ces tentatives de diversification des marchés en attendant peut-être et sans doute même sûrement une concrétisation des grands projets chinois de Gazprom. Je veux bien sûr parler du tube Force de Sibérie 2. Autre nouvelle économique qui vient de la Banque centrale européenne cette fois-ci, avec d'une part un appel aux banques européennes à quitter le marché russe. Ça avait déjà été évoqué, c'est réitéré par un haut responsable de la BCE et ensuite cette même Banque centrale européenne qui, selon le Financial Times en tout cas, exprime ses doutes, voire ses craintes quant à la confiance vis-à-vis de l'euro si jamais les pays européens, les pays de la zone euro devaient affecter le fruit des intérêts des biens russes saisis, des avoirs russes saisis à l'Union européenne, au sein de l'Union européenne en direction de l'Ukraine. Donc la Banque centrale européenne s'inquiète des risques pour l'euro d'une telle décision si elle devait être prise, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Enfin, le rouble qui s'affaiblit doucement mais sûrement. Aujourd'hui, il était autour de 92. L'euro était à 92 et le dollar à 83. Ce n'est pas dramatique, encore une fois, c'est pas très éloigné des niveaux de février 2022, mais cela traduit une érosion liée à l'affaissement des prix du pétrole. Ceci dit, comme je le disais, ce n'est pas perçu comme dramatique par le gouvernement. Au contraire, le vice-premier ministre Belousov a déclaré à Saint-Pétersbourg qu'un dollar entre 80 et 90 était optimal pour les finances publiques de la Russie. J'en viens maintenant aux questions politiques intérieures, questions de société, avec une déclaration remarquée de M. Volodine, le président de la Douma d'État. Il a dit aujourd'hui que précisément, il a appelé les Russes ayant quitté le pays depuis le 24 février 2022 à rentrer, je cite, tant que c'est possible. Cette déclaration est à rapprocher des propos du président tchèque qui ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Petr Pavel avait notamment appelé à une surveillance accrue des ressortissants russes au sein de l'Union européenne. Il avait même envisagé l'application de mesures comparables à celles que les États-Unis avaient appliquées aux ressortissants japonais se trouvant sur leur territoire pendant la Deuxième Guerre mondiale, en d'autres termes, une forme de camp, d'incarcération. Eh bien, on voit que ces déclarations ont suscité une réaction vive en Russie et au-delà, je pense aussi. Dans l'actualité économique, il y a également le nouveau procès intenté à Alexei Navalny pour, je cite, extrémisme. Je rappelle qu'Alexei Navalny est incarcéré depuis janvier 2021, depuis son retour en Russie. Il a été condamné à 9 ans de prison. Cette fois-ci, il encourt une peine de 30 années de réclusion. Et par ailleurs, M. Navalny dit qu'il fait l'objet d'une autre enquête judiciaire, cette fois-ci pour terrorisme. Donc on voit une forme de gradation, une forme de durcissement, si tant est que ça puisse encore se durcir à l'égard de M. Navalny. Toujours dans ce registre, il y a la désormais traditionnelle, tristement traditionnelle liste des agents étrangers publiée les vendredis par le ministère de la Justice. Cette fois-ci, parmi les personnalités y figurant, on peut relever celle de M. Lev Schlossberg, qui est une personnalité marquante du mouvement Yabloko, qui bénéficie d'une très forte implantation locale à Pskov. C'est une des figures, encore une fois, du parti de M. Yavlinsky. Eh bien, il a été donc déclaré agent de l'étranger. En revanche, et c'est un autre signal politique inverse, on a appris il y a quelques minutes, juste avant notre briefing, que le ministère de la Justice considérait comme impossible
de qualifier le centre Yeltsin d'agent de l'étranger. Selon un porte-parole du ministère de la Justice, c'est impossible parce que ce musée, ce centre situé à Ekaterinbourg, eh bien, est protégé par une loi relative aux anciens présidents de la Fédération de Russie. Je rappelle qu'il y a quelques jours, le même ministère de la Justice avait dit qu'une vérification était en cours. Il y a eu, à la suite de cette déclaration, une forme d'emballement. Certains y ont vu la confirmation que, de façon imminente, eh bien, le centre Yeltsin allait être lui aussi déclaré agent de l'étranger. On voit qu'il n'en est rien. Le centre Yeltsin est vivement critiqué par, je dirais, l'aile dure du régime, voire voilà, ceux qui se qualifient de patriotes en Russie. Pourquoi? Parce qu'il est perçu comme un îlot de libéralisme, une sorte de survivance des années Yeltsin, c'est-à-dire des années 90, jusqu'à présent. Et les déclarations d'aujourd'hui semblent confirmer. Vladimir Poutine ne souhaite pas franchir cette ligne rouge. Sans doute pour beaucoup de raisons. La première étant qu'il tient une partie de sa légitimité de cette transmission de pouvoir. Il est quelque part le résultat d'une transition organisée par Boris Yeltsin. Et il y a aussi sans doute la volonté de ne pas créer un précédent mettant en cause le statut ou en tout cas la situation de certaines institutions liées aux anciens présidents. Et on devine bien pourquoi. Toujours dans le registre sociétal et de politique intérieure, Evgeny Prigojine, le fondateur de Wagner, qui a déclaré au cours du week-end que 32 000 ex-taulards ayant combattu dans les rangs de Wagner étaient rentrés chez eux à l'issue des 6 mois de contrat prévus. Et il a insisté sur le fait que le taux de récidive était très inférieur parmi ces 32 000 personnes qu'au sein de la population russe. Donc Prigojine insiste, semble-t-il, sur une forme de rédemption par la guerre. J'en viens aux questions de politique étrangère, aux questions diplomatiques, avec évidemment la visite de la délégation africaine emmenée par le président sud-africain Ramaphosa. Elle a été reçue à Saint-Pétersbourg par Vladimir Poutine samedi 17, après une étape à Kiev, une étape assez infructueuse, il faut le dire, et une étape assez mouvementée à Varsovie, puisque les officiers de sécurité accompagnant le président sud-africain n'ont pas été autorisés par les Polonais à continuer. Ils n'ont pas été autorisés à quitter l'avion à la suite de certains problèmes liés à leurs armes de service, semble-t-il. Donc, samedi 17, cette délégation est arrivée à Saint-Pétersbourg, une délégation un peu moins étoffée que prévu. Il y avait le président sénégalais, il y avait le président zambien, le président des Comores, mais par exemple, le président égyptien, le président du Congo, le président de l'Ouganda, 3 poids lourds de la scène africaine qui étaient pressentis, eh bien, ne se sont pas déplacés. Le président sud-africain et ses collègues ont exposé un plan de paix, leur initiative en vue d'une médiation en plusieurs points, avec retrait des troupes russes, avec échange de prisonniers, avec un accent mis, sans surprise, sur les questions de sécurité alimentaire mondiale. Ce que l'on a constaté, c'est que Vladimir Poutine les a écoutés avec beaucoup d'égards, les a reçus de façon générale avec beaucoup d'égards, ce qui n'a pas forcément été le cas à Kiev, sans pour autant, je dirais, laisser entrevoir la possibilité de se rallier à ce plan de paix africain. Il a martelé, un peu comme il l'a fait, semble-t-il, lors du forum économique, son narratif. Alors, en l'occurrence, il a exhibé un projet de cessez-le-feu datant de mars 2023 qui aurait été enterré par les Ukrainiens, probablement à l'instigation de leurs protecteurs britanniques et américains. Il a rappelé ce qu'il dit souvent, c'est-à-dire que l'immense majorité des cargaisons de céréales qui sortent d'Odessa et d'autres ports de la mer Noire dans le cadre de l'accord céréalier, eh bien, en réalité, n'aboutit pas en Afrique. Tout ça, encore une fois,
rien de bon, semble-t-il, pour le deal céréalier, dont Igor a beaucoup parlé lors de ces dernières séances. En tout cas, la Russie prépare assez lourdement et massivement le terrain pour une sortie, c'est-à-dire une non-prorogation au 17 juillet prochain. Alors, ceci dit, cette visite n'est pas inutile. Elle avait, au-delà du dossier ukrainien, d'autres enjeux pour la Russie, pour l'Afrique du Sud. Il y a évidemment le sommet Russie-Afrique qui est en cours de préparation, qui doit se tenir à Saint-Pétersbourg à la fin du mois de juillet. Donc, c'était quelque part aussi l'occasion pour Vladimir Poutine de parler avec certains des présidents concernés. Il y a aussi une dimension bilatérale russo-sudo-africaine plus prononcée, avec le sommet des BRICS, cette fois-ci prévu en Afrique du Sud à la mi-août. Et il y a, on peut le deviner en tout cas, des discussions entre Vladimir Poutine et son homologue à propos des conditions du déplacement du président russe, des garanties de sécurité à la lumière du mandat d'arrêt qui a été émis par la Cour pénale internationale contre le président russe. Alors, l'Afrique était d'ailleurs très bien représentée au-delà de cette visite au Forum de Saint-Pétersbourg, puisque le président algérien, dans le cadre de sa visite d'État, était présent sur la scène aux côtés du président russe. Je crois qu'Igor en a parlé un petit peu. Je voulais juste rappeler quelques éléments relatifs à la visite du président Tebboune en Russie. D'abord, une visite d'État, ce qui est le plus haut niveau protocolaire. Ça suppose de visiter au moins 2 villes du pays, Moscou le 14 et Saint-Pétersbourg le 15. Il y a eu la signature d'un nouvel accord sur le partenariat stratégique entre les deux pays, des discussions semble-t-il, sur la coopération militaire. En tout cas, cette visite, elle a une forte portée parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, beaucoup d'observateurs, surtout en Occident, surtout en France, laissaient entendre qu'il y avait de l'eau dans le gaz, sans mauvais jeu de mots, entre Moscou et Alger, que certaines livraisons d'armes avaient du retard, que l'Algérie considérait la Russie comme un allié finalement présentant moins d'intérêt. Apparemment, ce n'est pas le cas. Apparemment, ce n'est pas le cas. La visite, en tout cas, vue du côté russe, s'est bien passée. Et surtout, le président Tebboune s'est rendu à Moscou avant de se déplacer à Paris, où il est attendu, là aussi, pour une visite d'État. Il n'y a toujours pas de date, à ma connaissance, fixée pour cette visite en France. Parmi les sujets qui ont été abordés, au-delà des questions bilatérales, il y a le Mali. On connaît l'importance et l'influence de l'Algérie dans les dossiers maliens. La question également de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Le président Tebboune a remercié Vladimir Poutine de son soutien dans ce dossier-là. 2 autres points. Le premier, c'est l'entretien aujourd'hui entre le président Zelensky et le Premier ministre britannique Sunak. Et par ailleurs, alors, Zelensky a une nouvelle fois demandé des armes à longue portée à la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne qui lui fournit déjà des missiles d'une portée d'environ 250 km. Et par ailleurs, visite de M. Blinken en Chine avec une dimension russo-ukrainienne. Le secrétaire d'État américain s'est félicité lors de la conférence de presse de ce que la Chine avait ou aurait confirmé qu'elle ne livrerait pas de système d'armes à la Russie. Voilà ce que je pouvais dire, cher président, aujourd'hui à propos de l'actualité russe. Merci de ce formidable travail. Il y a eu beaucoup de choses collectées, analysées et avec un rendu, comme toujours, fluide. Donc, félicitations. Quelques questions. On s'étonne que ce soit une nouveauté, la livraison de gaz à l'Ouzbékistan. Il se fournissait où jusque-là, l'Ouzbékistan? Alors, l'Ouzbékistan est producteur de gaz, et même assez gros producteur, environ 50 milliards de mètres cubes par an. L'Ouzbékistan était même exportateur et a des contrats d'exportation vers la Chine.
de même que le Kazakhstan, sauf que la consommation intérieure est en très rapide croissance, alors même que la production, elle stagne, voire s'érode un peu. Et donc, il manque des volumes de gaz à l'Ouzbékistan, et ce qui est prévu, c'est que le système de gazoduc hérité de l'époque soviétique, qui s'appelle Asie centrale Centre, hein, qui avait vocation à faire monter les flux du Turkménistan et d'autres républiques vers la Russie soviétique pour ensuite éventuellement le dispatcher dans les républiques et vers l'Europe, eh bien ce système va être utilisé dans l'autre sens, c'est-à-dire le gaz va venir de Russie pour alimenter l'Ouzbékistan. Voilà, c'est le sens de ce projet, qui est un projet, encore une fois, multiforme. Hein. L'Ouzbékistan n'est qu'une partie de ce projet. Il y a des discussions gazières avec le Kazakhstan également. Et la Russie envisage, souhaiterait se greffer à des flux nord-sud qui pourraient traverser le Turkménistan et aboutir en Iran et ensuite en Inde et au Pakistan. Donc il y a toute une politique de long terme qui aboutira ou pas d'ailleurs, hein, mais qui vise à rediriger une partie du flux d'exportation de gaz russe vers le sud, vers la péninsule, enfin vers l'Inde et le Pakistan en particulier. Il y avait des projets via l'Afghanistan, des projets d'abord sans les Russes, puis auxquels se sont intéressés les Russes. Il semble qu'aujourd'hui, l'idée, ce soit plutôt de faire transiter du gaz ou de faire des opérations de swap via l'Iran, en direction, encore une fois, du Pakistan et de la Chine. Donc, cette petite brique ouzbek s'inscrit dans ce projet plus global. Très bien, oui, parce que c'était un peu étonnant. Alors, je crois que tu avais répondu en grande partie dans ton discours à cette question qui nous vient sur le cours du rouble, parce qu'on en avait beaucoup parlé à une époque où le cours du rouble semblait trop bas par rapport à la volonté du gouvernement. Est-ce que maintenant il a bien atteint ce niveau? Est-ce qu'il n'est pas en train de passer du côté un peu périlleux? Est-ce qu'ils auront le moyen de contenir le cours s'il s'envole trop? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rouble, les cotations du rouble se font dans des volumes extrêmement limités. Enfin, le marché des devises n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant le 24 février. Les volumes sont très limités et même des volumes très limités peuvent avoir un impact sur le cours du rouble. Hein. Si une société, par exemple, hein, une société occidentale veut quitter la Russie et veut acheter pour 1 milliard de dollars, ça a tout de suite des effets sur le marché local. Ça, c'est le premier point. Donc, un marché d'échange, encore une fois, qui est assez artificiel. Le deuxième point, c'est qu'il y a des intérêts et des points de vue différents aussi. Hein. Madame Nabiulina, présidente de la Banque centrale, s'inquiète de l'effet du rouble faible sur l'inflation. Très clairement, un rouble faible, ça veut dire renchérissement des importations. Or, les importations ont repris. Et donc, mécaniquement, les biens qui vont arriver sur le marché russe, biens qui, souvent, sont passés par des TI tiers, ce qui déjà implique un surcoût de 15% à peu près, eh bien, en raison du rouble faible, vont être encore plus chers pour le consommateur russe. Donc, Mme Nabiulina, elle voit dans ce rouble faible un risque inflationniste avéré. Le gouvernement est beaucoup moins inquiet. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de compenser des rentrées en devises plus faibles, hein, des exportations surtout de gaz vers l'Europe qui ont chuté. Eh bien, avec un rouble plus faible, eh bien, ça fait plus de roubles dans les caisses de l'État au moment de la conversion. Donc, c'est une variable d'ajustement importante pour le gouvernement lorsqu'il s'agit de combler les déficits, de remplir les caisses de l'État, et on sait que c'est un élément crucial aujourd'hui. Donc, encore une fois, le niveau du rouble aujourd'hui, en tant que tel, n'est pas inquiétant, hein. Il n'est pas aberrant, il n'est pas inédit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est à peu près au même niveau que celui du 24 février. Il y a une tendance, encore une fois, et une tendance qui, je pense, s'explique par le tassement des cours du pétrole, des cours mondiaux du pétrole. Alors là, il y a beaucoup de facteurs en cause, mais il semblerait que la demande chinoise soit un peu moins vigoureuse que prévu.
Certains pensent par ailleurs que la Russie ne joue pas pleinement le jeu dans le cadre de l'OPEP. Bon, tout ça est à suivre. Ce n'est pas inquiétant à ce stade, encore une fois. Je ne pense pas, par exemple, que le rouble passe la barre très symbolique des 100 roubles pour 1 euro, ou a fortiori pour $1. Mais c'est un dossier à suivre, comme toujours, si j'ose dire, à l'exception de cette parenthèse, effectivement, des premiers mois de l'après déclenchement du conflit. On se souvient qu'il y a 1 an, par exemple, le rouble était extrêmement fort. Il était retombé à 56, 57 pour 1 euro. C'était du jamais vu depuis 2014-2015. À l'époque, on s'en souvient, ça inquiétait beaucoup le gouvernement russe. Le gouvernement russe n'arrivait pas à affaiblir le rouble. Aujourd'hui, il est à un niveau, encore une fois, de l'avis de la plupart des acteurs, confortable. Si les choses devaient aller plus loin, je pense qu'il y aurait des réactions. Merci. Quelques réactions aussi sur cette information. Alors, c'est les Tchèques qui voulaient durcir le séjour des Russes, choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu quelques réactions dans les autres pays d'Europe par rapport à cette Je n'en ai pas vu. idée originale? Le propos émane du président de la République tchèque, M. Petr Pavel, qui est un ancien général et un haut gradé de l'OTAN. Et il a eu des déclarations assez choquantes, il faut le dire. Je rappelle que le traitement infligé aux citoyens, aux Japonais se trouvant sur le territoire américain à partir de 1941, bon, c'est l'enfermement dans des camps, il faut être très clair. Donc, à ma grande surprise, mais peut-être que j'ai loupé quelque chose, et c'est possible, il faut admettre cette possibilité-là. Je n'ai pas vu de réaction outrée du Quai d'Orsay, du Foreign Office, de Madame von der Leyen et d'autres responsables européens. Alors, encore une fois, dans les propos du président tchèque, il y a beaucoup de choses. Il rappelait certains épisodes de sabotage à Vrebrice, bon, qu'il attribue au service de renseignement russe, l'explosion de stocks d'armes, de munitions en République tchèque. Je crois que c'était en 2015 ou en 2016. Donc, il souligne que les citoyens russes doivent être plus surveillés, mais bon, a priori, ce n'est pas absolument aberrant, mais le fait d'admettre la possibilité, voire la pertinence de mesures comparables à celles mises en œuvre par les États-Unis contre les Japonais, c'est très différent. Et ça veut dire aussi que pour le président tchèque, eh bien, l'Europe est en guerre contre la Russie, ce qui n'est pas forcément ce que dit le président Macron ou ce que disent les autres dirigeants occidentaux. Donc là, on voit qu'il y a par petites touches des dérives verbales, mais aussi des dérives dans la pensée qui, à mon avis, sont extrêmement inquiétantes. Oui, enfin, j'imagine donc qu'il n'y a pas eu trop de réactions parce qu'ils ont pensé que ça n'engageait que lui-même et que c'était pas la peine d'en faire trop de publicité, sans doute. Une question. Selon vous, Poutine est-il susceptible de procéder à l'expropriation et de nationalisation d'actifs de sociétés occidentales? J'ai ouï dire qu'il s'agissait d'un nouveau décret en vue d'interdire les sorties d'actifs occidentaux. Alors, il y a une problématique qui n'est pas nouvelle, qui est celle des conditions de sortie des entreprises occidentales. Il y a eu l'introduction d'un impôt à hauteur d'une contribution à hauteur de 10%. Il y a une commission gouvernementale qui siège, qui statue, qui autorise ou pas. Bon, on voit bien que l'intérêt du gouvernement russe est de garder le plus d'investisseurs en Russie, mais pas de les dépouiller en réalité. Personnellement, je pense que ce scénario est possible si jamais les Occidentaux décident de saisir, pas seulement de geler, mais de saisir et de réaffecter à l'Ukraine les avoirs de la Banque centrale, par exemple, de Russie. C'est un sujet qui est sur la table. On sait que les Américains sont très prudents, les Européens aussi. Pourquoi? Parce que c'est illégal, tout simplement, et que ça pourrait créer un précédent. Mais si un jour ce sujet avance, là, je suis certain que la Russie franchira le pas et
prendra des gages, tout simplement. Hein. Donc, ce n'est pas l'état d'esprit de Vladimir Poutine. Il y a eu d'ailleurs certaines phrases à Saint-Pétersbourg plutôt conciliantes sur les investisseurs étrangers issus de pays dits inamicaux. Ceci dit, si les choses côté occidental vont dans ce sens-là, la Russie, évidemment, nationalisera tout ce qui appartient aux pays occidentaux sur son sol. D'accord. Question qui est plus politique. Est-ce que la situation autour du centre Yeltsin décrit une fracture politique ou une ligne politique, peut-être une ligne de fracture entre différentes actions ou lignes de pensée, je ne sais pas. Alors, le centre Yeltsin, de longue date, mais surtout depuis le 24 février, est sous le feu des attaques j'allais dire, de l'immense majorité de la classe politique russe, du Parti communiste et d'autres, et de certains représentants de Russie unie. On se souvient que le cinéaste Nikita Mikhalkov avait appelé à sa fermeture. Donc, je dirais, la classe politique telle qu'elle existe aujourd'hui est très majoritairement hostile au centre Yeltsin, et il y a eu de nombreuses prises de parole, prises de position en faveur d'une fermeture ou d'une transformation du centre Yeltsin qui est critiqué, qui est présenté finalement comme un îlot pro-occidental, voire comme un nid d'espions pro-occidental, comme finalement diffusant une influence qui va à l'encontre de la politique de l'État, etc., etc. Donc ça, c'est bien connu, c'est avéré, il y a eu des déclarations. Comment dire, le communiqué, ou plutôt les propos du représentant du ministère de la Justice, tenu aujourd'hui, confirme que Vladimir Poutine ne souhaite pas s'engager sur cette voie. Pour les raisons que j'expliquais, il y en a peut-être d'autres, mais encore une fois, il sait de qui il tient sa présidence. Alors, il y a eu ensuite des votes. Les Russes ont voté en 2000, en 2004, etc., etc. Mais la transition fin décembre 99, elle s'est faite entre Boris Yeltsin et Vladimir Poutine. Sans Boris Yeltsin, Vladimir Poutine n'accédait pas au Kremlin. Donc il y a, je pense, et c'est assez dans la psychologie de Vladimir Poutine, une forme de reconnaissance. Au-delà des accords formels et informels qui ont pu être passés avec ce qu'on appelle la famille, avec le clan Yeltsin, Vladimir Poutine n'est pas de ceux, me semble-t-il, qui, a posteriori, font preuve d'ingratitude. C'est pas le style de Vladimir Poutine, même si il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'il pense des années 90. Il n'a jamais critiqué Boris Yeltsin, personnellement, ad hominem. Donc, le Kremlin, aujourd'hui, et je pense demain, ne lanceront pas d'enquête ou donneront pas de feu vert à une forme de persécution du centre Yeltsin, également parce que Boris Yeltsin, quoi qu'en pense l'entourage, les entourages de Vladimir Poutine, eh bien, c'est un ancien président et il est possible que tôt ou tard, Vladimir Poutine soit également un ancien président. Et j'imagine qu'en tant que chercheur, tu as un peu regardé ce que produit le centre Yeltsin, et est-ce que ça te semble scandaleusement progressiste ou anti-russe ou autre chose comme ça? Qu'est-ce qu'on peut en Anti-russe, dire? certainement pas. Anti-russe, certainement pas. Et, le problème, c'est que le débat public en Russie est assez vicié, c'est le moins qu'on puisse dire, et que les mots parfois perdent leur sens, en tout cas ce qu'on croit être leur sens. Le centre Yeltsin, c'est un centre de documentation, il y a des événements, voilà, c'est un lieu de vie intellectuelle dans une très grande ville de Russie, la troisième ville de Russie, qui se perçoit d'ailleurs parfois comme la troisième capitale du pays, avec des élites importantes qui, c'est peu connu, hein, vivent leur vie au-delà de Moscou et sans Moscou, très souvent. Et qui vivent généralement qui vivent très mal les intrusions de Moscou dans les affaires de l'Oural et d'Ekaterinbourg. Et de ce point de vue-là, alors on a beaucoup parlé sur un autre dossier de l'affaire Roizman, l'ancien maire d'Ekaterinbourg, qui a été condamné à des amendes, mais qui n'a pas été incarcéré jusqu'à présent en tout cas. Ce qui est intéressant dans cette affaire,
et je pense que c'est comparable avec le dossier du centre Yeltsin, c'est que même le gouverneur actuel, qui est évidemment du parti présidentiel, qui n'a pas beaucoup d'estime pour Heusmann, eh bien, quand les moscovites mettent leur nez dans les affaires de l'Oural, fait corps finalement, et disent non, pas touche à Heusmann, eh bien, je pense que Kouïvachev, et j'en suis même sûr, a dit pas touche au centre Yeltsin, même s'il n'est pas forcément d'accord avec tout le reste. Donc, et ça, je pense que Moscou, l'administration présidentielle, le Kremlin en est conscient au-delà des arguments que j'ai cités précédemment. Et c'est sans doute pas nécessaire dans le contexte actuel de se mettre à dos les élites politiques et économiques de l'Oural. Merci infiniment pour toutes ces explications et ces analyses toujours à la fois fines et profondes. Et nous allons conclure sur cette dernière information. Donc, c'est notre session d'aujourd'hui, 151e, je vous le rappelle, et on se retrouve jeudi pour une nouvelle session. Donc, comme toujours, la CCI Française se tient à vos côtés. Tenez bon.